Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je suis Andy. Je suis David Aronowitz. Nous sommes venus ici en vacances avec nos 5 enfants et nous avons décidé de rester. C'était il y a 9 ans et 5 jours précisément. Nous vivions à Atlanta, en Géorgie. Nous sommes devenus religieux et nous n'avions pas d'endroit propice où élever nos enfants selon la tradition juive aux États-Unis. Ici, à Jérusalem, il y a un vaste choix d'écoles pour nos enfants qui nous conviennent, ce qu'il n'y avait pas à Atlanta. Il me semble aussi que c'est parce que nous voulions quelque chose qui était opposé à la vie américaine de banlieue. Nous voulions nous éloigner autant qu'il était possible de ce mode de vie. Ici, le mode de vie est ancestral, citadin, harmonieux. Aussi, nous n'avons pas eu de mal à changer. Voulez-vous venir visiter notre maison ? Nous avons emménagé ici. Avant, nous avons déménagé un pâté de maison d'ici après avoir vécu dans un horrible appartement durant toute une année lorsque nous sommes arrivés. Nous avons acheté une maison même si en fait nous voulions la construire nous-mêmes. Mais à Jérusalem, cela prend beaucoup de temps pour construire une maison. Nous avons donc déménagé ici. Comme nous adorions ce quartier, nous avons cherché jusqu'à ce que nous trouvions une maison qui était dans nos moyens. Cela nous a pris 1 an et demi pour l'acheter. Tout prend du temps ici, c'est une ville ancestrale, tout prend beaucoup de temps. C'est vraiment une terre promise ici, une terre de miel et de lait. En effet, il y a 4 ans à peine, rien de tout cela n'existait. Il n'y avait que 2 arbres pour tout le jardin, quand nous avons construit la maison. 2 arbres anciens à l'arrière, et tout ce que vous voyez ici est nouveau. Tout pousse comme ça, comme dans le jardin d'Éden. Bienvenue. Dans une maison juive à Jérusalem, dans toute maison juive en fait, vous êtes censé garder un morceau de maison inachevé, en souvenir de la destruction du temple. Sur cette plaque de verre, on peut lire une citation de la Bible qui dit « Si je t'oublie Jérusalem, que le bras m'en tombe, que ma langue se paralyse ». C'est moi qui ai choisi en fait d'apposer cette citation précise sur cette plaque, comme ça. Pour le reste de la maison, c'est ma femme qui a choisi. Voici la salle à manger et le salon. Et comme vous pouvez le constater au premier coup d'œil, j'aime énormément les tissus. J'aime mixer différents tissus. Nous avions déjà plusieurs étoffes quand nous vivions aux États-Unis, mais il ne s'agissait pas encore d'une collection, comme maintenant, depuis que nous sommes ici. On en trouve à profusion. Au Moyen-Orient, où que vous alliez, vous trouvez des kilim, des ouvrages brodés, il y en a partout. C'était très amusant de choisir. Nous avions déjà nos meubles aux États-Unis. C'était comme si ces meubles avaient attendu cette maison toute leur existence. Ils n'ont jamais été aussi bien dans notre maison aux États-Unis. Nous sommes religieux. Aussi, nous faisons Shabbat qui s'articule autour des repas et de la détente. Aussi, cette table que vous voyez est entièrement garnie. Des convives tout autour pour le dîner du vendredi soir et le samedi. Pour le dîner comme pour le déjeuner. Même si toute la maison est très belle, c'est ici que c'est le plus beau. Nous avons aménagé l'espace salle à manger de manière spacieuse, car c'est vraiment le cœur de la maison. Il n'est pas rare que nous ayons 20 convives pour le repas chaque semaine. C'est une table belle et massive, faite par un menuisier à Atlanta. En été, nous mettons ces housses blanches que nous enlevons en hiver. En hiver, ce sont des chaises noires. Dans le salon, vous pouvez voir qu'il y a tout un mélange de diverses choses que nous avons rapportées au cours de nos différents voyages. Nous avons rapporté pas mal de choses d'un merveilleux voyage à Istanbul, qui n'est qu'à 1h30 d'ici, que nous avons fait il y a quelques années. Beaucoup de choses viennent de là-bas. Vous pouvez trouver toutes ces choses dans les souks, dans la vieille ville. On peut y dénicher encore de très belles pièces anciennes, si on s'en donne vraiment la peine. Quand elle dit « nous », en fait, c'est plutôt elle. Ce qu'elle veut dire, c'est « j'ai acheté, je voulais ». Nous avons acheté certaines pièces avant de nous installer ici, d'accord ? Mais la plupart ont été acquises après notre installation.
J'ai plusieurs amis qui ont des échoppes dans les souks. Ils m'appellent quand ils reçoivent quelque chose de spécial. Je collectionne essentiellement les bracelets qui proviennent du Moyen-Orient. Afghanistan, Ouzbékistan, Turkménistan, Arabie, Yémen, du Maroc, d'Algérie. Beaucoup proviennent de la région, d'Égypte, des Bédouins du désert et du centre d'Israël. Il y a toujours beaucoup d'anecdotes autour de ces objets. Toutes ces boucles d'oreilles viennent d'Iran. Elles sont perses. Je les ai dénichées dans un sac sur un étal, plein de débris et de poussière, dans une petite boutique de la rue Ben Yehuda. Ça, c'est ma deuxième pièce préférée de la maison. Et c'est sa pièce préférée. Voici la cuisine, donc. J'aimais déjà cuisiner aux États-Unis, mais nous sommes passés au stade supérieur depuis notre installation ici. Avant d'aménager la cuisine, je savais exactement ce que je voulais. C'est un espace très fonctionnel. On peut cuisiner à deux et même avec nos filles d'ailleurs. Nous avons des grenades, des citrons, du raisin, des cerises, des pommes, des oranges, des olives, des fruits de la passion. Aussi, nous faisons nos propres liqueurs et nos confitures. Voilà. Et les olives. Oui, les oliviers juste là derrière vous. La télévision se trouve là, mais c'est aussi la salle de musique. Un de nos enfants joue du piano, un autre du violon, un autre de la musique sur l'ordinateur. C'est une pièce très douillette, toujours remplie d'adolescents. Ceci a été fait lors de notre 20e anniversaire de mariage par un merveilleux artiste de Jérusalem qui est aussi un très bon ami, David Moss. C'est un artiste pluridisciplinaire. Cette œuvre se compose de 20 livres, qui sont vierges pour la plupart, mais il y a des détails intéressants. En effet, il s'agit de citations du code traditionnel du mariage juif, la ketouba, dans une police que l'on peut reconnaître si on lit cette langue. Ça représente les 20 années de notre mariage. Et si vous regardez de plus près, vous pouvez voir à l'intérieur des livres des pages de couleurs qui reprennent de manière chronologique nos années de mariage, la naissance de nos enfants. De même, comme la charité est très importante, à l'intérieur des livres sont écrites les 7 lois de la charité, ainsi que les 30 lois du zèle quotidien, ainsi que l'a traduit, je crois, un philosophe italien. En effet, il semblerait que nous prenions toujours les choses que nous faisons avec passion. Cette œuvre représente donc où nous en étions lors de notre 20e anniversaire de mariage. Il y a maintenant 7 ans de cela. Je voudrais que nous nous arrêtions un instant là pour vous parler de ceci. Je voudrais vous faire part de l'histoire de cet objet. Mon arrière-grand-mère maternelle et mon arrière-grand-père maternel ont quitté l'Europe de l'Est au début du XXe siècle. Mon arrière-grand-père n'avait les moyens que de partir seul aux États-Unis. Et durant 9 années, il a économisé, envoyé de l'argent à mon arrière-grand-mère pour qu'elle puisse, elle et leurs 2 enfants, le rejoindre enfin. L'un de ces 2 enfants était donc ma grand-mère. Mon arrière-grand-mère alla à Varsovie et acheta les billets de bateau pour l'Amérique. Il lui restait un peu d'argent et dans un magasin à Varsovie, il y avait cette menorah. Cette menorah de Hanouka qu'elle acheta. Puis elle la démonta et l'a mis dans une couverture qu'elle avait ramenée. Alors ils arrivèrent à Ellis Island aux États-Unis. Elle et ma grand-mère prirent le train pour un long voyage jusqu'au Texas. Si vous vous y connaissez un peu en géographie des États-Unis, c'est juste au milieu de nulle part, où elle s'installa avec mon arrière-grand-père pour élever leurs enfants. Et comme c'était souvent le cas avec les Juifs de l'Est lorsqu'ils émigraient, ils s'assimilèrent parfaitement jusqu'à laisser leur religion derrière eux. Je me souviens qu'enfant, je voyais cette menorah sur la table et je n'ai pas souvenir qu'elle ait jamais été utilisée. Après sa mort, c'est ma grand-mère qui en hérita, qui l'a mis en valeur chez elle, mais ne l'allumera jamais.
À la mort de ma grand-mère, c'est moi qui en hérita. Aujourd'hui, cette menorah a parcouru tout le chemin des États-Unis jusqu'à Jérusalem, et nous l'allumons à chaque Hanouka. C'est une très belle histoire, il me semble. Venez, montons. Comme vous l'avez certainement deviné, c'est le mur des photos de famille. J'ai longtemps travaillé dans la publicité aux États-Unis et je connaissais de nombreux photographes qui ont commencé à prendre en photo mes enfants dès leur plus jeune âge. Et nous avons continué au fil des ans pour aboutir à cette énorme collection. Nous avons décidé de les accrocher toutes, sans exception, car nous les aimons. Alors, voici notre chambre. Mon but était de la rendre, à ce stade de notre vie commune, aussi romantique que cela m'était possible. L'idée que je me fais du romantisme, c'est une cheminée, un balcon, un jardin privé. Alors, nous avons tout réalisé. Nous nous servons de la cheminée tout l'hiver, et je voulais des niches où se glisser pour lire et beaucoup de lumière. Voulez-vous que nous sortions sur le balcon? Oui. L'endroit est particulièrement agréable très tôt le matin. Nous sommes d'ailleurs tous les deux du matin. Voici un olivier. Il y a quelques olives qui font la grimace. Elles ne sont pas en pleine forme. Ça, ce sont des oiseaux de paradis. Ça fleurit au printemps. Tout ceci est mon travail. Je travaille rarement sur un seul projet à la fois. Je travaille sur 5 choses en même temps en ce moment. Je fais ce livre pour une famille aux États-Unis et je travaille également sur l'édition limitée de ce livre. Mes illustrations seront en regard des poèmes de Hirolam Miras. Voici une œuvre que j'ai réalisée. Elle s'intitule The Belt of Psalms. Il fut une époque où il régnait une grande violence ici. En 2000 et au-delà, il y avait vraiment beaucoup de violence. Mais nous avons décidé de rester. Nous avions emmené nos enfants ici. Et les bus explosaient? Oui, les bus explosaient. Chaque matin, vous embrassiez vos enfants avec la pleine conscience de ce geste, car on ne pouvait pas prévoir ce qui pourrait se passer dans la journée. Cette œuvre est en quelque sorte ma réponse artistique maternelle aux ceintures qu'emploient les kamikazes. Cela s'appelle la ceinture des Teilim. C'est la réponse juive, une réponse pleine d'espoir. Elle est composée de prières, de papiers et de cordes, que de choses pacifiques. Voici l'endroit le plus fabuleux de la maison. On a là du romarin, du thym et de la citronnelle, du basilic. Et nous avons même des aubergines. Je ne sais pas si vous les voyez, de là, de grosses aubergines qui poussent, là. Et des poivrons, de la sauge et de la menthe. En hébreu, on appelle ça aloïsa. Je pense que c'est de la verveine, je ne connais pas le mot en français. Et on a aussi de la lavande, des géraniums au parfum de rose. C'est tellement bon. Ce sont des dattiers, mais comme nous sommes à Jérusalem, cette espèce n'est pas comestible. Voici un pommier. Ça, ce sont des griottes. Nous en avons près de 2000, je crois. Nous en faisons des tartes, des soupes, des gâteaux, de la confiture.
Et ça, c'est un oranger, un cerisier et un prunier. Actuellement, c'est très vert, mais au printemps, tout est recouvert de roses et de glycine. Oh oui, montrons-leur les fruits de la passion. Là, il y en a un que l'on peut attraper. Excusez-nous. Les fruits de la passion sont délicieux. C'est la partie du jardin où nous passons le plus de temps. D'ordinaire, le week-end, il est rempli d'adolescents. Ah, et nous avons un grenadier. Vous voyez, elles arrivent. Et là, c'est ma partie préférée de la maison. Nous avons aussi construit cette maison pour avoir cette partie qui est vraiment très très agréable, hein. Et vous pouvez sentir en ce moment même la brise de Jérusalem. C'est le meilleur moment de la journée. Maintenant, nous allons vous révéler notre adresse préférée. C'est un endroit que nous aimons énormément. C'est l'une des plus belles vues sur Jérusalem. Cela s'appelle la promenade. On dit en hébreu Tayelet. On ne passera pas trop de temps dans la voiture. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment dans le quartier au coin de la rue. Nous pourrions tout aussi bien marcher. Nous vous emmenons dans l'un des endroits les plus beaux de Jérusalem. C'est juste derrière nous. Voilà, on y est presque. Nous avons des amis qui vivent dans ce quartier. Nous marchons souvent jusque chez eux pour participer au dîner du Shabbat ou quand ils viennent chez nous. Ici, on peut y venir pour se promener, faire du jogging ou faire un pique-nique. C'est Jérusalem d'or, de cuivre et de lumière. Et à cette heure du jour, c'est Jérusalem de cuivre. C'est incroyable. Nous voyons ce qu'Abraham voyait lorsqu'il s'apprêta à sacrifier son fils Yitzhak. Il est écrit dans la Bible qu'il voyait l'endroit de loin. Et c'est précisément cet endroit. Ce sont les fondations du temple où le monde fut créé selon la tradition. On voit par-delà la vallée. Jérusalem a été bâtie entre ces deux vallées, l'ancienne ville. En été, c'est plus difficile à voir, mais en hiver, quand c'est plus dégagé, si vous regardez par là, vous apercevez toutes les montagnes de Jordanie. Et parfois, vous pouvez même voir la mer Morte. En été, il est impossible de voir tout ça, mais en hiver, vous pouvez tout voir, à des kilomètres et des kilomètres. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Nous espérons que vous reviendrez pour un séjour plus long, pour partager le dîner du Shabbat avec un peu de chance. Il n'y a rien de tel que la table du Shabbat de ma femme. Je vous ferai même du pain tressé du Shabbat. C'était vraiment un plaisir et j'espère que tous ceux qui nous regardent viendront visiter cette ville vraiment extraordinaire. À très bientôt et revenez, vraiment, nous avons aimé être avec vous.
Bonjour, je suis Florence Eman. Je vous ai invité à voir mon appartement. Je suis anthropologue et je travaille non pas sur Jérusalem, mais sur une région bien plus éloignée qui s'appelle la Bucovine. Et ici, nous sommes dans un quartier qui s'appelle la Moshava Germanite, c'est-à-dire le quartier allemand, et qui était habité par des Allemands non juifs au début du XXe siècle jusqu'à l'avènement d'Hitler où ils sont partis. Et c'était un mouvement principalement qui s'appelait les Templiers. Vous voyez ces panneaux-là qui sont un peu effacés. Ces panneaux oranges, c'est des panneaux sur lesquels il y a marqué les miklats. Ces miklats, c'est les abris. Ce qui était valable jusqu'à la première guerre du Golfe, jusqu'à 91, qu'on descendait aux abris. À partir de la première guerre du Golfe, quand il y a eu des attaques sur le pays, on n'allait plus dans les abris et on avait des chambres, qui s'appelaient Cheder Atum, c'est-à-dire des chambres fermées hermétiquement pour pouvoir, quand il y avait des scuds qui tombaient et on s'enfermait dans des chambres hermétiques. Voilà la maison. C'est une maison arabe, contrairement à beaucoup de maisons du quartier qui donc étaient des maisons allemandes. Alors vous voyez que c'est une maison arabe par les fenêtres, évidemment, par le toit plat. Les maisons allemandes ont des toits de tuiles rouges. Notre appartement, il y avait 2 familles qui y habitaient. Et quand moi-même je suis arrivée à Jérusalem, j'ai eu très envie, je venais de Paris, et d'un endroit très typique à Paris, qui était le haut de la rue Le Pic. Et on m'a présenté beaucoup de maisons qui ne me plaisaient pas, et jusqu'à ce que j'arrive dans cette maison-là, et j'ai dit ça c'est Jérusalem, donc voilà, c'est la maison où je veux habiter. Alors ici, vous voyez, il y a 2 entrées à la maison. Et ça, c'est donc typique d'une maison arabe, puisqu'il y a une entrée pour la famille et une entrée qui était une entrée pour les hommes, qui arrivaient directement dans les salons de réception et qui n'avaient pas besoin ni de voir les femmes, ni de les déranger. Et là, en revanche, c'était l'entrée de la famille. Alors cette pièce donc était la pièce par laquelle on rentrait. Elle n'était pas cloisonnée. Elle faisait partie du grand salon. Dans l'ensemble, au maximum, on a essayé de conserver et de garder le caractère de la maison. On a évidemment conservé les fenêtres et les fenêtres en ogive. La hauteur de plafond de toutes ces maisons, ici, c'est à peu près 3,60 m ou 3,70 m. Et ces maisons sont très bien construites. Elles ont des murs de presque 1 mètre d'épaisseur, ce qui fait que, vous voyez, on arrive à vivre... enfin, nous-mêmes, on est très anti-air conditionné, donc... mais on arrive à vivre sans air conditionné, c'est tout à fait supportable. Ce meuble qui est une sorte de commode, vous voyez, tourne. C'est un meuble de Castiel, qui est un designer de Tel Aviv et qui fait des choses très intéressantes, beaucoup avec le fer. C'est un meuble qui a 20 ans, on ne l'a pas acheté ces dernières années. Et donc ce meuble, je trouve, va très bien avec cette cheminée qui, elle, est 30 et qui est une cheminée tout à fait originale, de la maison originelle, construite en 1930. Alors la deuxième pièce, quand on rentre dans cet appartement, et qui est la pièce qui nous avait fait, nous, acheter l'appartement, c'est la salle de bain.
y a une invention, je trouve. Jamais on aurait quelquefois, quand on invite des amis qui disent « mais c'est vous qui avez fait ça », on dit « non, on n'aurait jamais eu l'imagination pour faire un tel mélange de carreaux ». Il y a eu à peu près d'une trentaine de carreaux différents. Et on a essayé de conserver ça. Évidemment, on n'a pas pu tout conserver parce qu'il y avait un très beau lavabo rose sur pied qui était fêlé. Donc on a été obligé de mettre des choses plus contemporaines. Alors là, c'est le cœur de la maison. De toutes les maisons arabes en général ont une pièce centrale, sans fenêtre. Enfin, celle-là avait des fenêtres parce que ce qu'on va voir un peu plus tard, qui est la cuisine, on l'a faite sur une petite terrasse, sur un balcon. Donc ici, il y avait une porte et des fenêtres à la place de l'Arche. Et ça, c'était la pièce centrale où arrivent toutes les pièces. Alors, c'est des maisons qui ne sont pas... qui sont un peu protégées de la lumière, mais je pense que ça leur permet aussi d'être fraîches, de rester fraîches l'été. Là, on voit très bien ici l'épaisseur des murs, puisque c'était les murs extérieurs, ça. On voit l'épaisseur du mur extérieur, qui sont des murs de 1 mètre, quasiment. On va aller dans le salon, à la fois salon de musique, salon de lecture surtout, puisque c'est notre salon bibliothèque. Et la maison est assez connue dans le quartier parce que le soir, quand les gens passent, ils voient toujours cette immense bibliothèque. Et ils se demandent un peu toujours à qui appartient cette immense bibliothèque. Cette sculpture est la sculpture d'un sculpteur d'origine anglaise qui vit ici et qui s'appelle Paul Taylor et qui sculpte le fer. Il avait appelé cette sculpture Saint-Homme. Alors bon, moi j'avais pensé à Lacan mais j'avais beaucoup aimé ce mouvement. Alors le problème, c'est que peut-être j'aurais imaginé ça dans une pièce blanche et nue, et pas au milieu des plantes. Mais enfin, quand le sculpteur lui-même est venu, il a aimé ce côté mélangé avec dans le ficus, comme ça. Il a trouvé ça intéressant. Sinon, les autres tableaux qui sont ici sont des tableaux plutôt français, d'un ami peintre que j'aime beaucoup et qui s'appelle Jacques Bibonne et qui a peint... alors là, c'est le côté mélange et conglomérat de tout ce qu'on a pu ramener dans sa vie. Voilà, c'est la chambre donc de la plus jeune de mes filles, qui s'appelle Anaëlle, qui a 19 ans, qui va commencer l'armée après avoir fait une année de service social, où elle s'est occupée de jeunes filles éthiopiennes, d'ailleurs qui lui ont fait un petit tableau avec des jeunes filles éthiopiennes qui sont en grande difficulté familiale, sociale, scolaire. Et là, maintenant, elle va faire 2 ans d'armée et pour faire aussi de l'enseignement de populations défavorisées. On va monter à l'étage au-dessus, qui a une grande terrasse et qui permet de voir un peu le paysage autour. La fameuse terrasse. Cette terrasse est très agréable.
Et contrairement à d'autres terrasses de Jérusalem, on peut en profiter beaucoup parce que les terrasses qui sont en hauteur à Jérusalem sont très très venteuses. Je crois que de vivre à Jérusalem, ça donne une dimension. D'abord, c'est vrai que c'est une dimension spirituelle très intense. Donc un travail comme celui que je fais sur l'identité, sur la perte de l'identité ou sur les déconstructions et les reconstructions des identités, ça aide énormément parce que c'est un endroit où justement les gens arrivent avec une identité, la transforment, la reconstruisent, la déforment, il y a des influences absolument de tous les milieux, de toutes les religions, de tous les groupes sociaux, les groupes ethniques. Et une fois qu'on est à Jérusalem, on voit que c'est pas si simple que ça et que son identité, elle est faite de centaines d'éclats et d'étincelles et de choses du monde entier, quoi. Je trouve que c'est particulièrement à Jérusalem qu'on sent à quel point on est citoyen du monde, je trouve. Alors maintenant, je vais vous emmener dans un endroit très intéressant. C'est peut-être pas le plus bel endroit du quartier, mais c'est un endroit vivant et c'est bien représentatif de ce que peut être ce quartier. Ça s'appelle le Smadar et c'est à la fois un bistrot et un cinéma. Et il y passe toujours des films d'art et d'essai. La salle de cinéma elle-même est intéressante. Je ne sais pas si on pourra la voir parce qu'il y a beaucoup de cinéma. Il y avait notamment la semaine dernière le Festival de Jérusalem. Mais c'est toujours là où passent les meilleurs films. Le dernier film que j'ai vu, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure. Je vous emmène donc au Smadar. Ça, c'est à peu près 5 bonnes minutes à pied. On prend donc la rue Amélite. Tout le quartier, ce sont des noms des premiers journaux en hébreu qui ont été édités à l'étranger, en Russie, en Pologne. Alors il y avait Amélite, Amagid, Atzfira, tout ça sont des noms de journaux. Et donc cette rue, qui est une rue très courte, arrive sur la Emek Rephaim, qui est la rue centrale du quartier allemand. Alors c'est une rue où il y a de plus en plus de cafés, de restaurants et qui sont ouverts jusqu'à très très tard. C'est une des choses agréables ici, c'est qu'on peut décider d'aller dîner à 11h30, minuit et on vous sert encore. Et alors il y a aussi une chose un peu étonnante dans cette rue, c'est que vous connaissez le principe de manger cachère et donc de séparer les produits lactés et les produits carnés. Et alors ce qui est très amusant, c'est que les deux côtés de la rue, c'est distribué entre des restaurants de viande et des restaurants de lait. Alors là, nous sommes sur le côté lait. Et alors là, on va passer devant une des maisons typiques, encore un tout petit peu plus loin de l'autre côté, une des maisons allemandes typiques. Vérifier. Là, le Smadar. Évidemment, à cette heure-ci, c'est un endroit très calme. Il est beaucoup plus animé le soir, surtout quand il y a des films. Et même en dehors des films, les gens viennent boire. Et ils ont une spécialité d'ailleurs de cidre chaud avec un peu d'alcool dedans. Excellent, je vous recommande. Et donc c'est un endroit très, très sympathique qui existe depuis... on a vu une cinquantaine d'années et qui est vraiment un endroit où on voit les meilleurs films, les films d'art et d'essai. Et c'est là où j'ai vu Valse avec Bachir, qui est un film d'une force absolument incroyable et qui aurait mérité, je crois vraiment, d'avoir un prix, sinon la Palme d'Or, du moins d'avoir un prix à Cannes. Et les gens qui viennent sont des gens...
c'est très mélangé et c'est cette population très, très mélangée justement de Jérusalem que j'aime particulièrement, avec des babacools, toutes les sortes de gens et de tous les âges aussi, et les gens du quartier, les gens qui viennent un peu plus loin. C'est un endroit vraiment intéressant. Bien voilà, j'espère que cet endroit vous a intéressé et merci beaucoup d'être venu et vraiment bonne chance pour la suite de vos pérégrinations dans le monde. À bientôt. Je m'appelle Galina et je vis ici. Bienvenue. Je suis une artiste. Je travaille la peinture et la sculpture. À part ça, je suis designer. Je travaille à la maison dans mon studio. Vous verrez mon espace de travail. Nous nous trouvons dans une petite banlieue très sympathique, Ma'ale Adumim, très proche de Jérusalem, la grande ville sainte qu'on connaît. Vous pouvez voir ici un endroit rempli de fleurs. C'est au cœur du désert de Judée, mais il y a des fleurs et des jardins partout. Nous avons des voisins très agréables. Ici, il y a une famille avec beaucoup d'enfants et nous sommes bons amis. Voilà, quoi, des gens sympas. Vous vous trouvez dans mon appartement et vous êtes dans le salon. Je peux vous dire quelques mots sur la déco générale de mon appartement. Ce qui est important pour moi, c'est de trouver un lien entre l'extérieur et l'intérieur. L'extérieur ici est ouvert sur le désert de Judée. Comme vous le voyez, c'est un paysage désertique. Nous irons nous y promener tout à l'heure, j'espère. Ce paysage est en rapport direct avec mon intérieur. Et cela me donne une sensation véritable de l'endroit où je vis, de là où j'habite. Voilà mon macrocosmos et voilà mon microcosmos. Ce qui m'a semblé important, ce sont toutes les énergies, les véritables proportions aussi dans un appartement qui donne un sentiment à celui qui y habite, un sentiment authentique, un sentiment sain. Quelque chose qui convient à l'âme. Je travaille dans ce studio. C'est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps chaque jour. Parfois, les forces viennent à moi ici. Au début, quand nous avons acheté l'appartement, c'était une cuisine. Quand j'ai refait toutes les constructions, j'ai transformé ça en un espace de travail pour moi.
Ce que vous voyez là est une photo du studio avec le logo du studio. Pourquoi un œuf? Car c'est la forme la plus positive du monde, une œuvre de Dieu. Pour moi, c'est l'exemple même de l'œuvre. Voilà pourquoi c'est l'image que nous avons adoptée dans l'équipe. Là, nous avons une image animée d'une vidéo que j'ai faite moi-même. Il s'agit d'un œuf, le même dont j'ai déjà parlé. Comment il se transforme en cube? C'est du morphing. En fait, l'œuf est l'œuvre de Dieu. Quand le cube est celle de l'homme, ça passe de l'un à l'autre et ce n'est pas contradictoire. אין ניגוד בדברים האלה, ניגוד פנימי. Je voulais vous montrer cette grande image que j'ai faite lors de mes travaux au studio de Jérusalem. J'ai un studio artistique au centre de Jérusalem. Mes derniers travaux, ceux de la dernière période, sont à base de terre sur toile. Je me promène dans le paysage et je ramasse de la terre. Ça donne une impression de sacré car la terre ici n'est pas juste une terre, elle a une histoire, une force intérieure. Et avec ce matériel, je fais des travaux. Ceux-là sont faits avec du sable de la mer Morte. Voilà un de mes travaux. J'en ai beaucoup comme ça. Je fais des expos, je participe à des expos dans le monde entier. Nous nous trouvons ici à l'étage de l'appartement. Sur les murs, vous pouvez voir une installation d'images du même genre, avec la couleur de la terre, rouge. C'est sa couleur naturelle. Je n'y touche pas, je n'y ajoute aucune couleur. C'est la couleur d'origine de la terre que j'ai trouvée dans le quartier Biskatzev. La terre et le rouge sont des mots très proches. Adama, la terre, Adouma, rouge. Ils sont presque identiques. C'est ce qu'on appelle des objets d'art. Ces poutres traversent tout l'étage. Elles ne sont pas fonctionnelles, c'est juste pour donner l'impression de l'étage. Nous sommes ici dans la chambre de ma mère. Elle habite ici. En ce moment, elle est à l'étranger, mais en général, elle habite ici. Cette chambre, je l'ai faite sur le même thème de l'âge d'or. C'est ça l'idée. Nous voyons sur les meubles des dessins dorés que j'ai fait moi-même. Le miroir aussi qu'on voit dans l'entrée est un objet d'art. Il y a ici aussi des choses que j'ai faites moi-même. 2 photos que j'ai prises d'instruments anciens de la religion juive.
Et par-dessus, j'ai ajouté des poèmes de mon mari. Je voulais sentir ces textes, ils font partie de l'atmosphère de la maison. Il y a ici une sculpture que j'ai faite. Et sur les murs, j'ai mis pour ma mère des images que j'ai faites avant en Russie. C'est fait au fusain. C'est une période que ma mère aime bien dans mon parcours artistique. Là, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, la gamme. Ici, nous voyons une installation d'images personnelles, toujours autour de la Terre. Ce sont des petits formats. Et c'est l'histoire de Neve. J'ai pris la terre dans le quartier de Neve Yaakov. C'est dans le désert. Et là, vous voyez une progression de la terre comme une vie de plus en plus joyeuse. Un peu, plus et encore plus. Nous nous trouvons sur la terrasse. Je voulais vous présenter ma famille, mon mari, Alex, mon père qui s'appelle Alex aussi, et Lila. Ce que vous voyez ici est une sculpture de terrasse. Je l'appelle les rouleaux de la mer morte. Nous avons fait cette sculpture avec Lila. Je crois que ça fait partie de la maison. Ce que j'aime sur cette terrasse, c'est la vue. Le paysage me parle vraiment. On voit Jérusalem la Sainte, le mont des Oliviers, l'église d'Alia, des lieux qui parlent au monde entier. Il y a une histoire ici. C'est sans limite. On voit aussi l'université hébraïque et cette tour, c'est celle de Betsaël. Chaque matin, je me tiens là, sur la terrasse, et je regarde Jérusalem. Je lève les mains au ciel et je sais que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Je reçois beaucoup d'énergie. À présent, je vous invite à aller dans un endroit que j'aime beaucoup et dont le paysage donne sur le désert de Judée. Les bords de la ville touchent le désert. C'est un endroit qui me parle vraiment. Nous allons à un endroit que j'aime beaucoup. Sur le chemin, vous voyez notre ville, Ma'ale Adumim. Les gens qui y vivent donnent à la terre une âme, une force, de l'amour. Ici, vous vous sentez vraiment chez vous sur cette terre. On voit beaucoup de fleurs. N'oublions pas que nous sommes au cœur du désert. Et vous verrez des collines où rien ne peut pousser. Et pourtant ici, vous voyez des fleurs, des arbres, des plantes. Chaque plante reçoit un peu d'eau de l'irrigation qu'on peut voir. On peut dire que c'est un miracle. Cette ville est un grand miracle. Les gens se sentent ici chez eux, sur leur terre. Ils vivent en paix avec leurs voisins arabes juste en face. Je crois que même pour les Arabes, c'est vraiment bien ce que cette ville leur apporte. Ils travaillent à Ma'ale Adumim.
Ils travaillent dans le bâtiment, ils travaillent dans le nettoyage et toutes sortes de services. Nous avons, je crois, un très bon rapport et nous sommes disposés à vivre en paix, de tout notre cœur, avec tous nos voisins. Nous sommes exactement à la limite du désert de Judée et de la ville Malé Adoumim. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que rien n'a changé. C'est tel que Dieu l'a fait à la création du monde. C'est identique aujourd'hui. Je me sens ici comme dans le cosmos. On pourrait croire qu'on n'est pas sur Terre, mais sur une étoile. Mais en même temps, il y a la ville ici qui touche le désert. C'est une oasis dans le désert. Toute la ville se situe sur la colline, comme celle-là sur laquelle il n'y a rien. Et il y a tous les avantages de la modernité. Il y a Internet, l'eau, l'électricité dans cette oasis. Et si vous continuez vers ces collines, au-delà, vous avez la mer Morte, le spa le plus intéressant du monde. Ce que nous aimons, c'est que l'intérieur aille vers l'extérieur et l'intérieur aille vers l'extérieur. Ici, on voit bien l'harmonie du paysage et des immeubles. Vous voyez que la ville empiète sur le désert et inversement. Cela crée un ensemble. Ces collines, ces montées, c'est comme si cela soutenait la ville. Et je crois que c'est unique et très beau. Et maintenant, il nous reste à dire au revoir et revenez encore et encore, car il y a encore beaucoup de choses à voir ici.